Bonjour, bonsoir à tous. Et C'est un salut à plaisir tous. de vous retrouver. C'est un plaisir de commencer cette émission, ce projet complètement Allez, salut, dingue. bye bye, au revoir tout le Complètement monde. dingue. On est en train de Salut faire tout le un monde, à podcast la sur prochaine. un jeu mobile. Un jeu mobile sur lequel en fait on joue avec des chevaliers du Zodiaque. C'est un truc de vieux. Salut Orloff. Ah, Comment ça tu vas? La forme. La forme, c'est parfait, c'est bien, c'est bien. On est très content de commencer cette émission. Mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir qu'on va lancer Stade 3. Juste préciser, par exemple, on est sur les serveurs 31-40, donc c'est pas les premiers serveurs, c'est pas là où il y a les plus gros joueurs. On est quand même dans le bon premier tiers. Et pourquoi on a commencé ce podcast, c'est parce qu'on commentait les GS sur notre Discord déjà, de manière potache, en fait, de manière, on va dire, c'est la plus drôle possible, en faisant des pseudo-analyses techniques et sportives. Et on s'est dit, pourquoi pas le faire en vocal, quoi. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de lire ça, le Discord, c'est celui de Typhon et de Tartaros. Vous pouvez venir, c'est ouvert, il n'y a pas de problème. Il y a de quoi bien se poiler, à condition que vous ayez un peu de second degré. C'est important, je crois. Parce que on chambre tout le monde. Il y a quand même un truc qui est drôle et qu'il faut bien rappeler, c'est que les fois où Typhon et Tartaros se mettent sur la tronche, je crois que c'est les moments où on est encore plus virulent. Ouais, on met les potards au max. Ah ouais, c'est clair, il y a plus aucune retenue, quoi. Moi, sur in-game, c'est la Dodo Léla, alias Nelson, alias Commentator. J'en ai deux, trois comme ça, mais tout le monde me reconnaît plus avec Dodo. Je suis tout petit gamer, on va dire. Je suis pas, j'ai une box qui arrive aux 10 millions, mais voilà, je suis un gros free-to-play, je l'assume un peu. Et puis voilà, t'as un petit historique à nous faire sur ton passé, dans les guildes dans lesquelles t'étais et tout ça? Moi, mon profil de joueur, j'ai mis des sous dans le jeu, mais comme tout le monde, je pensais pas mettre beaucoup, c'est-à-dire je prenais un pack de diamants, un truc, un machin comme ça. Finalement, quand tu cumules, ça fait quand même pas mal de centaines d'euros. Donc là, j'ai levé le pied sur, sur les euros dans le jeu. On progresse quand même en faisant gaffe à comment on dépense ses diamants, etc. On peut quand même progresser dans le jeu, c'est ça qui est bien. C'est pas juste un jeu où on peut mettre de l'argent pour avancer. Puis globalement, moi, ma box, ça doit faire le double de la tienne. Je crois que je suis à 20 millions, un truc comme ça. Voilà, je sais pas de. Je sais pas trop quoi dire. Si, on va dire, je me situe souvent dans les top 10, dans les top 10 PVP, dans les top 10 PVE, voilà. Les introductions sont finies, je pense. Est-ce qu'on commencerait pas un petit peu cette émission, ce petit sommaire, dis-moi? On va faire une première partie sur l'actualité du jeu. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Ouais. qu'est-ce qui pourrait être arrivé, qui pourrait être annoncé aussi. Après, on pourrait faire un petit point sur la guerre sainte. Les poules viennent de tomber. On sait déjà à peu près qui va affronter qui, et par rapport aux puissances des guides, on pourrait commencer à sortir un top 10. Tout à fait. Affiné, parce que tu en avais déjà sorti un sur les commentaires. Et donc on va pouvoir affiner un petit peu ce truc-là. Du changement, beaucoup de changements, pas beaucoup de changements? Dis-moi d'après toi. Pour moi, ça va plutôt être stable. Il y a pas un nouvel guild qui a émergé. Il y a pas une guilde qui s'est effondrée. Ouais, mais Ne serait-ce pas une merveilleuse transition pour arriver sur ce deuxième sujet? Tiens, qu'y a-t-il de nouveau sur notre serveur, sur nos serveurs peut-être? comment ça? D'un point de vue technique? Non, d'un point de vue actualité, guilde et tout ça. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, on pourra en parler. On pourra peut-être parler de cette petite guilde, qui n'est pas si petite que ça. Godslayer, un grand mystère, grand point d'interrogation qui est apparu en début de la semaine dernière. Et puis on va faire un petit focus historique, qui c'est, qui on retrouve là-dedans, et puis qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là, quoi. Hein? Ok. Qu'est-ce qu'on fait d'autre après? Un petit point technique sur la team tendance du moment, c'est le Terfeu qui cartonne. On va essayer de vous expliquer pourquoi. Et pour finir, on va finir sur un point plus léger parce que le reste c'est quand même très sérieux. On parle que de choses sérieuses ici. On parlera des dessins animés des années collège, années 95, 80, 99. Qu'est-ce que nous personnellement, totalement
pas du tout objectif. On va dire ce qu'on a aimé comme dessin animé. C'est totalement objectif, hein. Enfin, vous verrez que nous sommes des journalistes d'une qualité supérieure qui savons parfaitement mettre nos affects de côté pour dire ce que l'on pense. Tu es d'accord avec ça? On fait très rarement des fake news. Très rarement. Très bien. Eh bien, écoute, je pense qu'on va pouvoir lancer l'émission. Voilà. Ok, bah c'est parti. On a un début d'année, fin Petit point sur d'année et un l'actualité du jeu début d'année vidéo. assez tonitruant avec une sortie de joueurs qui venaient de tous les côtés. On savait plus où mettre sur quel chemin miser. Le dernier en date, eh ben, effectivement, c'était. On a eu June juste avant, juste après, mais on a eu Poséidon qui était tellement hypé que c'était même la pub du jeu pour inviter les nouveaux joueurs à venir. Et voilà, donc c'est Poséidon, on a eu June. Et cette semaine, et ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé, on n'avait rien eu. Alors justement, on a tous ce sentiment un peu bizarre de bah il se passe plus vraiment le jeu. Voilà. Parce qu'on a eu un perso, on va dire, pas terrible, et la semaine d'avant rien, et cette semaine rien. Donc du coup, j'ai tiré un peu sur la ficelle pour voir si c'est juste un sentiment ou si c'est justifié. Donc on va partir, on va commencer en août avec la sortie de Virgoshen à la fin du mois. Après, pendant 2 semaines, on n'a rien eu. On a eu Krishna qui est sorti. Pendant 3 semaines, on n'a rien eu. Là, il y a CA Sagittaire qui sort. Donc là, ça s'excite un petit peu quand même. Une semaine, il se passe rien. Kaza, une semaine qui passe rien. Sorrento. La semaine d'après, Yoga. Donc là, c'est la première fois qu'on enchaîne 2 persos en une semaine. La semaine d'après, rien. Et là, on enchaîne avec Isaac du Kraken, Io de Scylla et Poséidon. Toutes les semaines du mois de décembre, quasiment, on a eu un Et perso. moi, personnellement, je dois avouer, et je pense que tu vas rebondir sur ce que je vais dire, finalement, une petite coupure où il n'y a personne, ça fait du bien, n'est-ce pas? Ouais, c'est clair. C'était toutes les semaines, t'as les Donc youtubeurs, ils faisaient des aujourd'hui, vidéos vous pour dire pouvez, alors tu avec des peux flèches, pas, récupérer attention, soit parce que lui il des arrive la semaine Shiryu, prochaine. soit des Shun, tout ça dans leurs belles armures dorées. C'est beau comme tout. Ouais, c'est très bien. Surtout que ce qu'on nous propose avec des flèches d'or, c'est pas des persos dégueux non plus, quoi. C'est pas comme si on te mettait, je sais pas, le ban du petit lion et, et je sais pas quel autre personnage en bronze, quoi. C'est des personnages qui sont pas mal. Moi, je me suis posé une question de 4 cas de figure, en fait. Pour ceux qui se posent la question de je dépense pas, je garde, je fais un tour sur moi-même et je tape dans mes mains. Euh, c'est par exemple, moi, premier cas de figure, c'est vous avez un bon Seiya Sagittaire. Bon Seiya Sagittaire, c'est-à-dire qu'il est en étoile rouge, vous avez l'armure, etc. Invoqué à fond sur Shun, parce que le combo Seiya Sagittaire, Shun Vierge, c'est la bombe atomique du jeu en ce moment. C'est ce qui a cassé le jeu. C'est-à-dire que il y avait une certaine façon de jouer avant, et depuis que ces deux-là, ils sont montés avec leur armure 30, ça a complètement bouleversé la façon de jouer des matchs. Mais on en parlera plus tout à l'heure dans la Team Feu. Donc ouais, si vous avez moyen d'avoir un bon Seiya avec l'armure 30, il faut Shan à côté. Il n'y a pas d'autre chose à faire actuellement avec les flèches. Le deuxième cas, c'est si vous avez un Shiryu qui est bien monté, c'est-à-dire il est proche d'être niveau maximum en armure et en étoile. Les étoiles, c'est très important pour les tanks, c'est ce qui leur fait leur base de PV. S'ils n'ont pas de PV, bah, c'est des chips. Vous mettez une chips devant, bah, il se passe rien, quoi. Donc là, moi, je vous conseillerais d'invoquer Shiryu pour aller avoir un des plus gros tanks du jeu. À chaque fois dans les tier list, il est dans les S ou dans les SS. C'est un tank qui survit très longtemps, qui fait très mal. Il n'y a pas beaucoup de tanks, je pense, qui sont égales à lui ou qui peuvent le dépasser, hein. Aussi bien en PvP qu'en PvE, hein. On C'est voit dans les teams indéboulonnable, PvP, on voit dans les lobbies, enfin, il a les il compétences avance fort, quoi. de Doko, donc il va taper la backline derrière. C'est du régène, c'est du tempo, ça tape très très fort. Je crois que c'est le tank qui tape le plus fort, hein, il me semble. C'est monstrueux, quoi. Donc ouais, vraiment un truc à ne pas louper, quoi.
En fait, il se régène lui, il a Excalibur qui lui redonne de la vie, qui fait des dégâts. Petite différence par rapport à Doko, c'est qu'il repousse ses ennemis, donc en plus il les fait bouger pendant le combat. Ouais, il est costaud. Souvent, bah, je sais plus comment ça s'appelle l'épreuve où tu tires des chevaliers au hasard là, et ils sont tous maxés. Et souvent, quand tu prends Shiryu en tank, bah, il est tout seul debout, même face à un Sagalite, c'est lui qui finit le combat. S'il est encore debout à la fin, c'est lui qui rend les coups. Vu que ça coûte cher quand même de monter Gardez armure vos flèches, 30 oui, gardez vos et flèches 16 parce que étoiles, si vous n'êtes pas qu'est-ce proche qui de va bientôt l'avoir, arriver, gardez vos Orlov? flèches. Dis-moi tout. Alors, dans les chevaliers qu'on peut avoir avec les flèches, il y a 2 chevaliers qui sont dans le tuyau. On a Iki avec l'armure du lion, euh, qui est pas dégueu, mais qui est bouffé par le personnage qui arrive derrière, qui s'appelle Chion du Bélier. Chion du Bélier, c'est le tank qui est encore joué actuellement sur la version chinoise. C'est un tank avec un Est-ce que tu peux surplis dire c'est d'Hadès, quoi un surplis? qui visiblement est monstrueux, plus gros tank du jeu. Voilà. Surplis, c'est l'équivalent des armures, mais pour les chevaliers morts qui bossent pour Hades. Je crois qu'en anglais, ils disent close Voilà, pour les chevaliers d'or et ils disent surplis pour les armures des chevaliers d'Hadès. Donc ouais, donc c'est en gros, c'est un bélier avec une armure noire, les cheveux verts. Si vous ouais. connaissez pas qui c'est chiant. Et donc un tank feu qui visiblement est monstrueux. Après moi, j'ai jamais joué donc je peux pas le dire. Je parle juste de ce qu'on entend à droite à gauche. Mais visiblement, si vous voulez un bon tank et que vous savez pas quoi faire, vous n'êtes pas dans les 2 premiers cas, gardez vos flèches. Vous allez pouvoir les dépenser et très très bien les Il y a investir. vraiment de quoi faire. C'est pour ça que cet event est vraiment cool parce que pour les petits joueurs, il y a moyen de rattraper un petit peu le retard sur un ou deux chevaliers. Mais surtout, ne commettez pas l'erreur de tout claquer parce que effectivement, Chion qui arrive derrière, c'est la promesse d'un monde meilleur, quoi. Je voulais juste revenir sur Léo Iki. Léo Iki, c'est un peu ma frustration parce que c'est un excellent DPS. C'est vraiment un excellent DPS. Je pense que ça peut tutoyer sans trop de problèmes un Seiya Sagi. Pour moi, tu me dis que que tu mises pas sur Seiya Sagi actuellement et que tu préfères attendre les wikis. On reviendra encore. C'est là, clairement dans l'ère du temps aujourd'hui, c'est un peu une mauvaise idée parce que Seiya Sagi c'est vraiment monstrueux. Mais si tu me dis moi je m'en fous, je préfère aujourd'hui perdre pendant 2 mois et demi. Et ensuite avoir je sais pas combien X milliers de flèches à claquer sur un Leoiki que je vais maxer et tout ça. Oh bah écoute mec, libre à toi, c'est tout à fait c'est tout à fait legit quoi. Mais je pense que quand même Leoiki, j'ai peur que vu comment tout le monde a investi sur Seiya, j'ai peur que ça passe à la trappe. Comme un peu Yoga, Yoga nous a fait le même coup, il est vraiment tombé au mauvais endroit au mauvais moment et du coup personne ne l'a pris, alors que bordel, qu'est-ce que c'est bon Yoga, qu'est-ce que c'est bon. C'est ça. Le gars, il est bon, mais c'est une chips quoi. Voilà, mais voilà, mal, mais il c'est meurt le très vite. souci, c'est tu vas pas t'amuser à maxer un Yoga aujourd'hui parce que tu peux pas maxer tout le monde, c'est pas possible. Et il faut choisir. Et je reviens. Il faut choisir. Le problème de Leoiki, effectivement, c'est que pour moi, à part en dropper un, t'en sors 2 juste pour la collection, l'avoir 6 étoiles parce que c'est toujours mieux que le 5. Le reste, tu attends, tu récupères, tu collectes, tu prends des flèches parce que au moment où Chion va sortir, ça va être le rush pour tout le monde, quoi. Ça va être Black Friday, quoi. Les Wiki, on voit de temps en temps dans les épreuves, vous savez, où on se bat avec son petit chevalier pour avoir des coffres là. Et on le trouve aussi dans l'épreuve de Poséidon. Il est dans les équipes. Et ce qu'on voit, c'est que il avait le pouvoir d'Iki, c'est-à-dire qu'il revient 2 fois et qu'il a l'air de faire quand même pas mal de dégâts. Il fait énormément de dégâts. Hein. Il fait plus de dégâts que Aiolia, il me semble. C'est très fort. Et il a plus de défense que Seiya Sagi. Donc c'est aussi un truc où tu dis, parce que Seiya Sagi, on reviendra un petit peu dessus, mais c'est important de bien l'entourer. Il faut quand même penser à du heal ou à du soutien derrière, parce que sinon ça va pas le faire.
C'est marrant, ça m'amène à la 4e réponse que j'ai appelée la réponse à la Vas-y, con. dis-moi. C'est-à-dire, c'est le 4e cas de figure des flèches que personne n'en parle. Personne n'en parle. J'ai regardé partout, personne Dis-moi n'en tout, parle. dis-moi tout. Si vous avez Shiryu de la Balance, si vous avez Shen de la Vierge, si vous avez Seiya Sagittaire, si vous avez Ikki du Lion, si vous avez Yoga Aquarius, c'est-à-dire le Verseau, vous avez Seiya en Light et vous avez une synergie d'équipe. Ah oui. Euh, donc en fait, ce truc-là, c'est ce que j'appellerais l'équipe des riches ou des collectionneurs. C'est-à-dire, elle ne s'active que si vous avez en gros 5 des persos qui sont difficiles à avoir. Et pareil, après, faut tous les maxer, machin, patati patata. Je ne sais absolument pas ce que ça donne, mais ouais, à mon avis, ça va Comme être tu dis, sympa quand le même. vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de soutien dans cette histoire. Mais quand tu as un CSAJ et quand tu as un yoga de Verso, Ouais, même Shen Yuseng, il fait un boost de soin à l'équipe aussi, je crois, ouais, il y a un dans petit boost de son... soin chez Shen. Mais je pense que déjà avec ces deux-là, au niveau de la temporisation du jeu de l'adversaire, tu as déjà bien réglé le problème. Mm. Et que du coup, ouais, effectivement, avec derrière un Shiryu qui va être très embêtant pour les lignes de fond, qui en plus va être difficile à abattre, avec un Shun qui va commencer à taper un peu partout et tout le monde à la fois, avec un Loiki qui est quasiment indestructible aussi, hein, parce que Qui brûle ceux qui ont encore la tête qui sort du sol, quoi. ouais, effectivement, est-ce que tu as vraiment besoin d'un soutien derrière? Je suis pas certain. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas faux. Pas faux. Mais ouais, c'est si j'avais quelques milliers d'euros à gâcher, je pense que je mettrais dedans pour voir ce que ça donne, quoi. On enchaîne, dis-moi, parce que maintenant qu'on a les Bah, tu vas nous parler de la guerre sainte. la guerre sainte, tout à fait. Alors la guerre sainte, pour ceux qui ne savent pas, la guerre sainte vient tout juste de commencer. On va pas vous faire l'affront de vous expliquer qu'est-ce que c'est que la guerre sainte, comment ça fonctionne. En gros, hein, vous avez, c'est des phases qui se déroulent sur 15 jours. On va dire, deux camps, le camp de la déesse et le camp de Hadès. Les guildes qui ont souhaité s'inscrire sur la guerre sainte sont regroupées dans chacun de ces deux camps. Et pendant 15 jours, ça va se taper gentiment sur la tronche d'une façon totalement random. Avec deux phases de 6 jours. 2 phases de 6 jours, on a un petit break le dimanche, c'est gentil. Et voilà, donc ça fait en tout 12 matchs, 12 combats. Omega repart toujours avec 36 points. C'est un peu la règle. Et puis pour les autres, on se débrouille, quoi. Donc là, on sort d'une phase d'une semaine de repos. Ça vient tout juste de commencer. Il y a encore beaucoup à faire. Je sais que côté Tartaros, normalement, ça s'est déjà bien débrouillé. Et j'espère pour eux que ça continue dans ce sens-là. On fait quoi? On parle d'un petit pronostic, grosso modo? Juste une petite règle pour la GS, c'est Ah faut oui, 20 oui, joueurs tout à fait. pour s'inscrire. De saison en saison, on a de moins en moins de guildes qui s'inscrivent. On était 50, on est passé à 48, et là, cette saison, on est 46. Donc en gros, on a 2 guildes, soit qui explosent, soit qui ont plus assez de joueurs pour Effectivement, s'inscrire. les guerres saintes sont de plus en plus tendues parce que les guildes se concentrent de plus en plus. On a de plus en plus de fusions, de gros joueurs qui vont rejoindre telle ou telle guilde. Cependant, on a quand même un top 3 qui est un peu intouchable. Ouais, je pense même qu'on peut dire top 4 quand tu regardes les écarts de puissance. Ce top 3, ce top 4, du coup, il est composé de, en numéro 1, Omega, en numéro 2, Nemesis. Ah, pardon, oh là là. Oh là là là, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Numéro 2, c'est pas Nemesis. Numéro 2, c'est Ajin Guild. Oh, faut surtout pas dire non ça. mais je te rassure, je comptais découper au montage. Hein. Je laisse pas que ça comme ça, sinon ça va être la guerre. Donc en numéro 1, on a Omega, en numéro 2, Ajin Guild, en numéro 3 Nemesis, et le numéro 4. Ajin Academy. Voilà. Ces 4 équipes-là sont, on va être d'accord tous les deux, vraiment indéboulonnables des 5 premiers. À moins d'un Ouais. événement genre, je sais pas, Ajin Guild qui se tape 2 fois Omega, tandis que, je sais pas, Typhon passe carrément sous les radars pendant toute la GS, on retrouve ces 4-là dans le top 5, quoi. Ouais, c'est ça. Les écarts de puissance par rapport à ce qui suit derrière, il y a peu de chances
de voir une victoire contre ces 4-là, par rapport aux 6 qui suivent dans le top 10. Et après, même au sein d'eux-mêmes, la hiérarchie, elle est assez établie, c'est-à-dire que Omega, il a largement de l'avance sur la Dean Guild. La Dean Guild, il tient à distance Nemesis, et Nemesis a encore un peu d'avance sur Ajin Academy. C'est vrai que ça se resserre un peu à ce Voilà, niveau-là. on est d'accord. Pour moi, il y a un 1 qui est indéboulonnable, il y a un 2 qui est en dessous, c'est indiscutable. Mais par contre, il est à son 2 et ça, on pourra pas le bouger. À partir de 3, 4, on peut commencer à discuter et échanger, mais quand même, j'ai envie de penser que un Ajin Academy face à un Nemesis, c'est un Academy qui Oh gagne. non. C'est un Nemesis, Ah oui, pardon. ouais, c'est Nemesis qui gagne, Par sûr. contre, c'est pas du tout un 60-0, c'est un match ultra tendu. Ouais, ça fait un 40-25, un truc comme ça, quoi. Ouais, voilà. Moi, j'aurais été sur un 40-30 à peu près, tu vois. Mais effectivement, c'est pas 25-30, quoi. On est à peu près dans le même range, quoi. Bon, maintenant que les 4 plus gros se sont pris les parts du lion, qu'est-ce qui reste dans tout ça? Ben, en fait, il va rester du Typhon. Ah, ben, c'est vous, ça! Ouais, mais je crois que tu nous mets un peu trop, hein. Je pense qu'il y a Hades devant. Ouais, oui, effectivement, il y a Hades devant parce qu'en fait, là, pour le classement, il se trouve qu'aujourd'hui, Hades et du côté du camp de la déesse, donc dans lequel on va retrouver notamment Omega, Ajin Academy, Typhon. On va dire que c'est quand même les gros adversaires contre lesquels Hades peut se retrouver, quoi. En fait, si tu compares Hades et Typhon, on est en grosse montée en puissance à chaque saison, et Hades, c'est l'inverse. Ils perdent de la puissance à chaque saison. Hades, Et Hades, c'était un top 3 avant. C'est ça qui fait les copains plus mal, d'Hades, hein. si vous passez par là, vous savez qu'on pense très très fort à vous. Mais effectivement, dire qu'il y a quelques temps, c'était Omega numéro 1, Hades numéro 2, et puis tout le reste du monde a essayé de suivre un peu comme il pouvait. Aujourd'hui, pour Hades, c'est vraiment plus le cas. Attention, c'est pas non plus un truc aujourd'hui, c'est pas non plus un machin où tu arrives dessus, tu fais 60-0, où tu t'en vas et à 14h c'est plié. Ça reste quand même une méchante guilde, hein. En puissance totale, ils sont juste derrière Ajin Academy. Et en puissance médiane, c'est-à-dire que il y a autant de joueurs plus forts que moins forts chez eux, ils ont des box à 20 millions. Donc c'est quand même du très costaud. Ça reste compliqué à taper. Moi, je me considère quand même que, avec un bon alignement des planètes, Typhon peut sortir un peu la tête de l'eau. Mais quand même, chaud. Chaud. Donc effectivement, on place Hades avant Typhon. Typhon, donc du coup, va se retrouver en 6e position dans ce petit classement des bonnes grosses guildes qui vont bien. Suivi derrière, suivi derrière par qui? Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Je fais un medley de toutes les guildes et puis on voit un petit peu comment on répartit les unes et les autres. Vas-y, je reste oublié. Voilà, alors on a Morphia, on a Shinsekai, on a Senshi, on a de l'autre côté, donc ça c'est côté Hades. Mhm. Côté DS, on se retrouve avec notamment Typhon, Tartaros. Typhon, on en a déjà parlé. Donc on se retrouve avec Tartaros, avec Olympe, et puis on a des choses qu'on retrouve toujours un peu haut dans le classement, du genre Sacred Order, Akatsuki. Dans l'autre camp, t'as oublié, Et t'as RSK, oublié RSK voilà, dans mais l'autre voilà. camp. Je sais quel. Et RSK était, il y a pas très longtemps encore, une guilde vraiment puissante, qui est aussi tutoyée sans aucun problème le top 10. Aujourd'hui, RSK sort du top 10. Est-ce que c'est vraiment une insulte? Pour moi, ils sont encore dans le top 10. C'est juste qu'avant, ils étaient plutôt top 5. Quand je disais top 10, pour moi, c'est même sous un mauvais jour, même sous une mauvaise guilde avec un mauvais matchmaking, il reste dedans. Aujourd'hui, RSK se tape, je ne sais pas, par exemple, 2 fois Nemesis et une fois Ajin Academy. Je sais pas hein, si j'ai dit des bêtises. Oui, non. Ils peuvent se taper Omega, ils peuvent se taper Ajin Academy. Et Typhon. Mais Typhon. On les a tapés la saison dernière. Ouais. Voilà. RSK rencontre 2 fois Typhon, une fois Ajin Academy sur la guerre sainte. Il sort du top 10. T'as presque envie de dire, ah bah ouais, parce qu'en fait, effectivement, RSK a vraiment perdu en puissance et aujourd'hui va plus facilement se retrouver dans les positions 7-10, dans les cas où tout va bien, voire sortir du top 10. C'est ça. Ils peuvent pas jouer top, mais ils peuvent jouer top 10 avec un bon tirage, quoi. C'est sûr. Pas de souci. Ils sont pas à rougir face à certaines guildes, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, on a dans ce même cas aujourd'hui, on a ma guilde à moi, hein, on a Tartaros qui dans ce range avec
avec Morphia, avec Sacred Order, où finalement c'est beaucoup plus la feuille, les matchs qui sont rencontrés qui font la différence. Ça se joue parfois même, on l'a vu, la guerre sainte précédente, ça se joue parfois même sur un match, sur la victoire qui se fait. Enfin, Effectivement, à la fin de la guerre sainte de la saison précédente, si Tartaros avait gagné un match de plus, il finissait voilà. 6ème. Et dans les faits, vous avez fini, je crois, 15ème, 13ème. Ouais, j'avais 14 en tête, 12 ou 14, je sais plus. Ouais, donc c'est vraiment Voilà. un peu de choses. Et on ne reviendra pas sur cette putain de victoire que vous avez eue sur nous, de 1 point, bande de voleurs. Ah, c'est clair. Ah là là, vache. Ah, c'était dur. Franchement, c'était dur. Ah non, c'était pénible à voir. Bon, on aurait perdu, c'était pareil. Oui, Franchement, nous on a tout donné, vous avez tout donné, et puis à la fin, il s'est passé ce qui s'est passé. Et je disais ça pourquoi? Parce que finalement, des teams comme Morphia, par exemple, sont tout à fait dans le même cas de figure. Pour moi, t'as un 3-4 qui se joue dans un mouchoir de poche. T'as Morphia, Senshi, Morphia, Senshi. RSK, Tartaros, vous êtes un petit peu au-dessus. Vous mettez une épaule au-dessus, je pense, un tout petit peu. Ça fera des matchs avec très peu de goal average de différence. Bien sûr. Match facile, moi, c'est quand t'es proche de mettre les 60 ou tu mets les 60. C'est-à-dire qu'en face, t'as réussi à mettre des attaques à battre tout le monde, quoi. Ouais, bien sûr. Bon, sur les 5 premiers, on est d'accord. D'accord, on finit avec Hades. En numéro 6, on met Typhon. Oui. Et numéro 7, on met le petit frère, Tartaros. Oui. Alors, petit frère, c'est juste le mot tendre, il n'y a pas de petit dans l'histoire. Non, c'est sûr. En numéro 8, par contre, on met quoi? Morphia, RSK, Morphia? Moi, je dirais Morphia. Moi aussi, je dirais Morphia. Mais ça se joue à un cheveu, et là encore, on est vraiment sur un truc. T'as un match RSK Morphia. Ouais, à mon avis, ça finit en 29-30, quoi. Ouais. Donc du coup, ça nous fait un Morphia puis RSK. Et du coup, qui ferme tout ça? Moi, je mets une pièce sur Senshi. Senshi, ouais. Qu'est-ce que tu fais de Godslayer? Parce que maintenant, il faut quand même qu'on parle de Godslayer. Godslayer, pour ceux qui ne savent pas, c'est une guilde qui est un peu sortie de terre à la toute fin de la GS précédente. Ils étaient 7-8 au départ. Moi, j'avais vu leur message sur le Glo annonçant leur arrivée et puis qui Même 5. recrutaient. Ouais, ils étaient 5. Ok. Ce sont des anciens. Je crois qu'il y a principalement des anciens d'Hades qu'on a retrouvés dans cette équipe. T'as vu Sacred Order, Katsuki, Hades, je crois, c'est ça. Voilà. Et puis finalement, comment ça s'est fait? Moi, j'ai pas tous les éléments en tête. Bande de potes. Voilà, tout à fait. Je pense que c'est vraiment comme ça que ça s'est fait, avec l'envie quand même un peu d'en découdre. Et puis ils ont eu une très grosse opportunité, celle de fusionner avec notre club directement. Notre club, on a fait leur avant-dernier match de la dernière saison. Ils avaient plus que 12 mecs qui jouaient la GS. Il y a 12 mecs qui attaquaient, le reste, ils regardaient, quoi. Donc c'était une guilde qui était morte, quoi. Alors autant le dire, ça a mis un sérieux coup de boost à notre club, qui du coup maintenant s'appelle Godslayer. Et tu disais Senshi dessus de Godslayer. Moi, je veux bien pour, on va dire, cette saison. Par contre, pour la saison la prochaine, je suis pas d'accord. Ouais, en fait, moi, je me suis basé sur un critère dans mon Theorycraft. C'est que pour rentrer dans le top 10, il faut que tu aies 10 joueurs qui aient une box de plus de 15 millions. Et c'est pas le cas au jeu actuellement de Godslayer. Senshi est un petit peu devant dans ce cas-là. Mais après, c'est bidon les box, parce que t'as un mec, il a une box de 15 millions, mais il a une équipe à 3000. Tu peux avoir un mec qui a une box à 10 000, il a une équipe à 10 millions, il a une équipe à 4 millions. C'est sûr. Moi, aujourd'hui, je me dis, je leur laisse le temps de rouage, le temps de se rouler, de remettre à bord un peu, de retrouver les automatismes et tout ça. Mais dans une guilde dans laquelle tu auras retrouvé donc Akno, Muscu, Iki, Cyric, Mims, Lini, c'est des anciens de chez Hades. Ces mecs-là se connaissent déjà. Kratos aussi, je crois que c'est un ancien d'Hades. Je sais, il sait en aimer, mais je connais pas son ancien nom. Nico Choco, pareil. C'est des gars qui se connaissent déjà. C'est des mecs qui ont déjà joué ensemble, qui savent un peu où trouver les infos, où préparer les defs, où préparer les attaques si jamais il y a besoin. Ils vont peut-être perdre 1 ou 2 matchs. Je suis d'accord avec toi sur Senshi, sur le fait notamment que Senshi, c'est effectivement, il y a des box qui sont un peu plus pesantes, mais il y a moins de box à 20 millions. Ouais. Ah, pas faux, pas faux.
Il y en a une, il y a un mec à 23. Ouais, c'est ça, il y en a 3. Il y en a un à 23, un à 24 et un à 20. Mais après, tu vois, tu attaques ça d'un point de vue optimiste. Moi, je peux attaquer d'un point de vue pessimiste. Pas que j'ai envie de les défoncer, hein, mais juste parce que c'est du vécu de guild. C'est par exemple, tu prends un Sacred Order qui a explosé en plein vol parce que ils ont perdu 2-3 matchs de suite et puis ils n'arrivaient pas à mettre des strats en place, etc. T'as des mecs qui disbandent à chaque saison parce que, ouais, ok, on est une bande de potes, on se marre, mais on est dans les fonds du classement alors qu'on se bagarre contre tout le monde. Ça peut aussi bien briller qu'exploser, quoi. Est-ce que c'est en allant chercher est-ce que c'est en faisant un macramé de guildes que tu finis par faire une guilde? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, on se fait un peu l'avocat du diable, hein. Moi, tout ce que je leur souhaite, c'est que la mayonnaise prenne et que ça marche. Tout le monde, on préfère tous avoir des guildes compétitives. J'espère vraiment et sincèrement pour eux qu'ils vont très vite avoir les bons réflexes, les bonnes méthodes et tout ça, et surtout qu'ils ne se laissent pas avoir par des défaites qui pourraient être un peu cuisantes, par tomber sur 2 fois d'affilée des mecs qui vont les bouffer, et s'accorder un peu de temps, quoi. Non, le pire, c'est plutôt les matchs serrés où tu perds parce qu'il y a un mec, il a pas attaqué la bonne personne ou il a raté son attaque. Il était pas là ou machin. Et ça, c'est vraiment c'est les petites étincelles qui mettent le feu à la poudrière, quoi. On va voir ce que ça dit. Bon courage à eux en tout cas. Je vous place, moi perso, c'est mon numéro 11. Et si vous êtes numéro 10, et bah, c'est super cool. Ça serait vraiment une belle entrée en matière pour vous. Super, bienvenue. Bienvenue dans, bienvenue dans le game. Sachant que tout ce qu'on dit, bah, dans une semaine, ça vaut plus rien. Effectivement, ça ne veut plus rien dire. Mais il y a quelque chose aujourd'hui qui s'est inscrit dans le temps et qui risque de durer encore un long moment. C'est le placement d'une équipe, d'un montage de team qui est particulièrement agressif et on va parler de ça tout de suite. Ouais, tout à fait. Il y a un combo d'éléments, parce que les chevaliers sont rangés par éléments, c'est air, terre, feu et eau. Après, il y a aussi lumière et ombre, mais lumière et ombre, c'est beaucoup de chance et beaucoup d'argent pour avoir les personnages là-dedans, donc on va pas en parler là. Mais il y a... Si vous montez une team obscurité ou une team lumière, les gars, bravo. GG à vous. Je sais même pas si ça existe. J'ai même pas regardé si c'était déjà sur Si, mes infos. si, parce que je sais plus comment il s'appelle. C'est un YouTuber francophone et si jamais il passe encore, je crois que c'est Sacred ou un truc comme ça. On lui fait un gros coucou. Et lui, il a essayé de faire le temple. Il a essayé de faire le temple des 12, les 12 temples du zodiaque avec une team, ombre et lumière. Ok. Donc ouais, on en a parlé un petit peu tout à l'heure quand on a parlé de Sean. Moi, je vais juste faire une liste de persos. Aldébaran, Sirius, Astarion, Mu, Seiya Sagittaire, Aiolos, Aiola. Tout cela là, c'est dans les top classements de tous les joueurs quasiment, et vous les retrouvez dans toutes les équipes Carrefour en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment la dominance en fait des attraits du feu et de la terre sur toutes les autres teams pour l'instant. On les voit partout en GS, en attaque, en défense. On les voit partout dans les Guild Wars. Il n'y a plus que ça en fait. Et pourquoi? C'est parce que le cœur de ça, c'est il y a deux persos, c'est il y a Sagittaire et Shun. C'est tout simple, vous les mettez tous les deux avec armure 30 et vous gagnez les combats en 6-7 secondes. C'est ça qui a cassé le jeu. La finale de la Guild Wars sur mon serveur, entre deux gros joueurs, Kaleka et Giorno. Giorno, c'est un mec qui a explosé sa box en 2 semaines, là. Elle a duré 15 secondes. Vous imaginez, des mecs qui ont les plus grosses box de mon serveur, le combat, il a duré 15 secondes. Voilà. Ouais, ça a breaké le game, mais d'une force. Ouais, la Terminé. parure, la carte, la constellation. On fait aussi les reportings un peu des Galaxian Wars, on a commencé cette semaine. Je compte pas le nombre de fois on a dit il y a Sean, enfin, il y a Sean et Seiya, il y a Sean et Seiya. Et qu'à un moment c'était plus le duel du Sean et Seiya, qui est-ce qui aura mis la petite parure qui fait la différence par rapport à l'autre. Je me souviens même d'une fois où je regarde un match et je me dis, enfin je vois la feuille, je fais tiens c'est marrant, ils ont fait 6 millions. Alors qu'en général, Sean Seiya ça te fait autour de 9-10 millions, voire 11-12 en fonction. Ouais, en 7 secondes. Voilà, en 7 secondes. Et tu te dis, oh bah tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y en a un des deux qui a été contré ou quoi? Non, c'est juste parce qu'il n'y avait rien d'autre à prendre. Ils ont plié le match en 6 secondes. 6 secondes. Les mecs ont fait 6 millions de dégâts. Ça fait 1 million de dégâts la seconde, c'est pas mal, je trouve qu'on est quand même sur un bon rendement, quoi. C'est non, c'est particulièrement violent.
Est-ce que Et tu... qu'est-ce que tu vois qu'on peut mettre autour de Sun Shea pour faire des Alors, bonnes teams sinon? moi, j'allais te demander, en fait, est-ce que tu as une idée de pourquoi cette combo est aussi monstrueuse? Ouais, bien sûr, faut les regarder au niveau des armures en fait. Au niveau de l'armure de Shun, en fait, quand il a armure 30, il pose Nebula Chain à l'ouverture. Nebula Chain, ça augmente la vitesse d'attaque et les dégâts, et d'autres choses, mais bon, c'est surtout ces caractères-là qu'il faut Exactement. regarder. De l'autre côté, Seiya, il commence le combat en faisant un AOE sur toute équipe d'en face, en pétant l'armure. Il a un ulti qui fait très mal, qui peut charger très vite, de fait que la vitesse d'attaque est augmentée, etc. Ce qui fait que quand Seiya a fait son ouverture, Shun a commencé à attaquer. Avec Nebula Chain, Shun touche deux personnes en même temps. Il va aussi plus Ouais, vite, il tape aussi plus fort. L'ulti de Seiya arrive, terminé. combat fini. Bonsoir, merci d'être Il y a venu. deux ultis de Seiya, c'est vraiment que le combat était long. Voilà, c'est-à-dire qu'en face, il y a c'est une team de tortues, quoi. Il y a du tank partout. C'est hallucinant. Cette combo-là, elle est monstrueuse. Et effectivement, c'est pour ça on le disait tout à l'heure. Il faut maxer les armures de Seiya et de Shun pour que ça prenne. Et quand ça prend, oh là là là, c'est fini. Comptez pas sur la magie d'un bélier et de son crystal wall, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y a rien qui va vous permettre de protéger à 7 secondes parce qu'il n'y a aucun soutien qui lance son skill avant ça en fait. Et tout va dans ce sens-là. Quand on regarde les constellations de Seiya, si vous les avez aussi, il va charger encore plus vite son Cosmo, donc la flèche apparaît encore plus vite, donc il y a encore plus vite des morts. Et si vous chargez les constellations de Shun, il fait encore plus de dégâts et il va encore plus vite. Donc Voilà. c'est Mais mort quoi. bon, on peut pas mettre que deux joueurs sur un terrain. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait mettre à côté de ça, histoire de remplir un peu la feuille? Ah vas-y, je te laisse proposer tes équipes. Ah bah écoute, moi c'est pas compliqué. Juste histoire de rendre un peu le truc encore plus bordélique, je mets un petit Astérion. Mm. Parce que bah, c'est sympa, ça buffe un peu le reste et tout ça. Je mets un Aldébaran, juste histoire de compléter l'affronte, avec un Sirius, qui va pouvoir me mettre des boucliers des fois que, pour une raison ou pour une autre, j'ai un perso qui pourrait se faire stunner ou quoi. Voilà. Donc, dans la team que tu proposes, t'as Astérion, il va soigner tout le monde en permanence. Il va silence des joueurs en face. Il a une attaque qui fait mal. Son ulti fait mal. Et surtout, il baisse l'attaque de la ligne arrière en face. Aldébaran parce qu'il fait son petit renvoi de dégâts pendant 15 secondes. Il stun deux personnes au hasard. Sirius, il stun aussi en ligne, donc il peut stunner aussi deux personnes. Donc là, vous avez de la chance, vous avez stunné 4 personnes. Et puis, si jamais, et à supposer que vous n'ayez pas tenu la bonne, vous inquiétez pas, vous mettez Sirius, comme il a deux boucliers, un pour lui et un pour un Ouais, autre, c'est bon, ça devrait aller. bouclier, c'est invulnérable, donc c'est même pas genre tu perds pas de vie, c'est invulnérable. Voilà, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Maintenant, imaginons par exemple, supposons par exemple que sur ces trois-là, Sirius, Astérion, Aldébaran, t'en es vraiment un qui soit weak, qui soit faible, qui tienne pas la route. En fait, c'est pas grave. Parce que si tu restes dans la ligne des terre-feu, tu peux tout à fait remplacer un Aldébaran par un Aolia, qui va encore foutre un peu le bordel devant, qui va accélérer un peu aussi le game de son côté. S'il met son ulti avant Seiya, c'est monstrueux. Ça fait 30% de dégâts de plus pour Seiya. Tu peux mettre un Mu. Lui, il aveugle, il renvoie, pas il renvoie le dégât, mais il absorbe des dégâts. Les dégâts absorbés soignent après ton équipe. C'est terminé, C'est quoi. propre. C'est terminé. Et tu mets un mu derrière. Imaginons ton Astérion, c'est une crêpe, quoi. Bah, tu mets un mu et puis terminé, quoi. Enfin, c'est encore pire. Mais Sirius Ayala devant? Ouais, parce que je compte sur la rapidité du match. Je compte sur la rapidité du match. Mais par contre, je mets pas un Astérion. Je vais quand même plutôt mettre un mu dans ce cas-là en soutien. Si je mets Ayolia devant, je vais mettre mu en soutien. Et je vais bien faire gaffe au placement, je vais pas m'amuser par exemple à mettre, je sais pas, un Aolia devant un Shiryu, quoi, tu vois. Ouais, j'ai peut-être une team bonus encore pour toi là. Tu peux mettre Mu devant en tank. Le Mu, quand il est platine, il a beaucoup de vie et il a la capacité des compétences qui fait que quand il arrive à 30% de vie, il se met un bouclier. Donc ça va le faire, ça permet de le tanker le temps qu'il lance son Crystal Wall, il n'y a pas de problème. Et après, comme j'ai déjà dit, hein, il y a ceux qui sont joueurs qui, en plus de Seiya, mettent Aiolos. Vous avez Seiya qui tue tout le monde et Aiolos qui tue une personne toutes les 2 secondes. Donc je sais pas ce qui reste après ça. Le personnage que tu vois disparaître petit à petit, toutes les compositions, c'est Aldébaran. Aldébaran, il est remplacé par un Sirius en tank.
Et en fait, Et donc, pourquoi? Parce que justement, comme tu le disais tout à l'heure, les matchs sont de plus en plus rapides. On n'a plus besoin de ces 15 secondes de protection d'Aldé, quoi. Mu monte en front avec Astarion derrière. C'est ce que tu vois de plus en plus dans les compositions. C'est Aldé, bon, de toute façon, Aldé, aujourd'hui, tu dis qu'il a tendance un peu à partir. Il faut quand même rappeler que Aldébaran, il reste présent dans une très grosse majorité des défenses. Dans des matchs Omega, j'ai déjà vu un petit Infernal, donc qui est un des top 3, un des top 3 d'Omega, ne rapporter que 2 étoiles face à notre 18ème de notre guilde, parce que son Seiya avait rebondi sur Aldebaran. Pour revenir à l'essentiel, ce Shun Seiya, c'est le noyau atomique, c'est le cœur nucléaire. Après, ce que tu mets autour, Oui, voilà. C'est exactement. C'est ouais, j'aime bien l'image. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment le côté. Il faut bosser vraiment sur le, comment dire, sur l'entourage, en te disant juste comment je fais pour au mieux éviter que les deux se fassent péter sur un opening à la con, ou au pire, les rendre encore plus puissants et encore plus rapides et encore plus violents, quoi. et on en parlait tout à l'heure dans les versions chinoises, donc Seiya est encore joué aujourd'hui dans le PVP. Poséidon aussi. Mu aussi, Poséidon aussi, Mu aussi, Poséidon voilà. aussi. Donc, t'as déjà 2 persos feu qui vont rester pendant peut-être Voilà. encore un an. Shun a disparu. Shun a disparu. Mais on voit beaucoup le Shun Armure des Dieux en Gold Close. Donc, est-ce que ce Shun-là a la même mécanique et elle le remplace? Je sais pas. J'ai pas les stats. J'ai pas les compétences. Si vous avez des ressources à mettre, c'est là-dedans qu'il faut les mettre, hein. Acheter des sangs de dieu pour leur monter leur armure, acheter des doublons pour les faire monter. Les constellations, c'est pareil, si vous pouvez choisir, choisissez un de ces personnages-là. On parle en PVP depuis tout à l'heure, mais moi j'ai testé en histoire hier, parce que je les ai montés hier les deux en armure 30, je les ai que depuis hier. J'ai passé 4 paliers du chapitre 27 avec cette team-là. Donc, en fait, c'est une team météore, feu éther, on peut appeler ça la team météore. Ah vache, bravo. Non mais sérieusement, donc ça fait 1h30 qu'on enregistre et tu attendais 1h30 pour sortir cette blague-là? Ouais, voilà. Je l'ai noté D'accord, sur ok. mon calepin. Je peux la rayer, c'est bon. Ok, super. Ouais, j'ai fait mon truc. Bon, bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là et puis on va parler d'un petit truc un peu plus léger, un peu moins Saint Seiya, un peu moins Ouais, guerre, un peu moins des gens qui se là, tapent. maintenant, on arrête de dire des bêtises, on dit que des choses sérieuses maintenant. Et donc, on se retrouve avec ce petit classement. On va encore faire un top, c'est bien. On fait des YouTube Games de 2010. Avec justement ce trip. Dis-moi, Orloff, on est à peu près de la même génération? Ah, on On est est même exactement de la même génération, je dirais de même. la même génération, hein. Mais Est-ce que bon. comme beaucoup de joueurs de ce jeu, hein, quand tu parles avec les gens, c'est normal, hein. Ah C'est un bah dessin bien animé sûr, qui est hein. sorti pendant entre guillemets notre enfance. C'est normal que quand il y a un jeu qui sort dessus, ça attire entre guillemets les joueurs qui sont concernés, quoi. Ah bah on T'as va pas se quelques mentir. extraterrestres là qui ont 17 ans, qui ont 20 ans, tu sais pas ce qu'ils foutent là, mais Voilà. Mais du coup, on a tous quelque chose en commun, tu l'as déjà dit. On a tous grandi avec la télé, avec notamment une émission qu'on ne va pas nommer ici, mais ça commence par Club et ça finit par Dorothée. Ouais, c'est vrai ça. Alors, sans parler forcément de dessins animés qui sont sortis sur ce truc-là, moi, j'avais envie de te demander, est-ce qu'on peut parler des 3 dessins animés qui vous ont le plus marqué à ce moment-là, Ouais. qui ont le plus marqué les trucs qui aujourd'hui qu'on peut revoir ou voir pour Et le sourire le premier va te surprendre, c'est pas un dessin animé du Club Dorothée. Ah bah tiens, ça tombe bien, moi aussi j'en ai un Ouais. j'en ai 2 même d'ailleurs. Bon, après, les deux premiers sont Club Vas-y. Dorothée, mais le numéro 3 pour moi, il n'est pas Club Dorothée. C'est Batman. Batman, ça passait le dimanche Ah, matin sur France 3. Je me rappelle très bien de mes alors, dimanches en peignoir devant la télé à regarder Batman. Et le générique, rien que le générique, j'étais déjà fou en fait. Il était trop bien avec cette musique, ce contraste entre. Merci. Je suis reparti, tu m'as remis dedans. Et il était tellement bien ce générique. Et en fait, les épisodes, ils étaient Batman quoi. C'était pas
À l'opposé, ce qu'ils essaient de faire avec les X-Men, c'est-à-dire une espèce de dessin animé américain où on prenait des personnages, on faisait faire n'importe quoi. Là, c'était vraiment l'univers Batman, l'ambiance Batman, les méchants Batman. Voilà, j'en ai On est, bouffé des heures de ma vie le dimanche matin devant Batman. c'est clairement, moi, j'y avais plus pensé. Alors là, au moment où tu me l'as dit, ça, comme toi, hein, tu m'as replongé en enfance, mais très 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 loin. Moi, je sais que Batman, le dessin animé, a une énorme influence sur tout ce que j'ai vu, regardé, lu après, quoi. Et juste, tu vois à quel point elle était de qualité cette série, c'est que la voix française de Batman, pour tout le monde, c'est la voix de Batman. C'est-à-dire que quand tu l'entends dans une autre série, quand il fait McGee dans, quand il fait McGee C'est dans Batman. NCIS, C'est etc., tu alors dis pour ceux ah qui bah le c'est connaissent pas, Batman. hein, c'est Darbois. C'est la voix donc de la grosse marque de la radio à la Panthère. C'est la voix d'Harrison Ford. C'est une voix que vous avez qui est unique au monde, hein, et qui pour beaucoup de monde et moi j'en fais partie. Hein, pour moi c'est Batman. Voilà. C'est Batman. Je crois que c'est monstrueux comme combien ce dessin animé par tous ces aspects a marqué. Moi personnellement, m'a énormément marqué. Tu t'as vraiment bien tapé. C'était un bon choix. Mon 3, hein. C'est Vas-y, bien. à toi, c'est quoi ton 3? Eh ben, moi, sur mon numéro 3, eh ben, c'est pas très loin aussi, hein. Moi, c'est Nicky Larson. Ah ouais, il est dans mes mentions honorables. Ah, et c'est mention honorable. Moi, Nicky Larson, pourquoi? Parce qu'en fait, moi, Nicky Larson, j'ai eu 2 temps. J'ai eu le temps où je le regardais au Club Dorothée, où on a fait de Nicky Larson un pervers qui passe son temps à Je regarder des comprenais culottes et rien tout ça. parce que tout était coupé. Voilà. Et puis, ben, il y a le moment où moi, je suis un peu rentré dans une phase manga, et je reviendrai un peu sur cette phase-là après. Euh, et où justement, ouais, j'ai découvert en fait que Nicky Larson en VO, c'était pas ça du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. C'est très, 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 très dark. Et si jamais vous avez jamais eu l'occasion, eh ben, je ne peux que vous inviter à vous concentrer sur Nicky Larson, donc City Hunter, ça s'appelle en version anglaise, voilà. C'est énorme. L'histoire est vraiment dramatique, c'est incroyable. Et ensuite, quand vous regardez les épisodes de Nicky Larson, tels que vous les avez vus quand vous étiez môme, vous dites non mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire, quoi. C'est monstrueux. C'est monstrueux comment la VF a changé toute l'atmosphère de ce dessin animé. Ouais, moi juste, Nicky Larson, énorme. Les musiques de Nicky Larson, de City Hunter, c'était absolument génial. Oui. Ce que j'adorais dans ce truc, c'était ce côté déconne et hop, il twistait en sérieux et là, bah, Ah ouais. c'était émotionnellement, c'était ouf. C'était ouf. Et moi, ce qui m'a fait basculer dans Nicky Larson, donc c'était parce que je comprenais rien aux épisodes, parce que tellement ils étaient coupés sur Club Dorothée, ils enlevaient tout ce qui était allusion au sexe, tout ce qui était allusion à la violence, etc. J'avais chopé un OAV en cassette, je sais plus comment il s'appelait, où Ryo Saeba meurt, le héros meurt en fait à la fin de, et je me dis waouh, mais l'histoire de ouf. c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et c'est bien. Du coup, est-ce que tu me laisses, parce que là, sur ce que tu viens de poser, tu viens de faire un truc, et j'aimerais vraiment rebondir pour poser mon numéro 2. Vas-y. Mon numéro 2, c'est un dessin animé qui n'a pas été diffusé sur les chaînes télé françaises. C'est un dessin animé que j'ai découvert tout juste à la sortie à la fin vraiment à la fin des années 90, mais en plus au début des années 2000, j'étais au lycée quoi. Et c'est un dessin animé qui s'appelle Kenshin le Vagabond. Si vous avez jamais vu Kenshin le Vagabond, le manga, vous arrêtez tout, vous coupez ce podcast et vous allez commencer à regarder la saison 1 de Kenshin. C'est énorme. Ce manga et pour moi c'est un des meilleurs shonen qui ait jamais existé. Ce truc-là m'a fait vivre des émotions, mais comme jamais un manga ne m'en a fait vivre, quoi. Ouais, bah alors, juste pour rebondir, Kenshin, je crois que c'est un des premiers mangas que j'ai regardé en VOST, avec le Baka, qui arrêtait pas de dire. Et la puissance c'était énormément attaché au personnage, que tu imagines dans Très Puissant, puisqu'ils en font
tout un foin en fait, et cette montée en puissance dans les combats, les machins, avec les combats contre l'armée du feu et tout là. Et, Ah ouais, et, ouais. et je me rappelle de cet épisode où j'ai frissonné quand il retourne son katana, parce qu'en fait, Mais sans oui! spoiler, au moment où il retourne son katana, Bah j'étais si, là, on peut un peu faire le je bail, m'étais hein, expliquer un petit enfoncé peu ce que c'est. les ongles dans les joues, quoi. On peut un petit Ça peu m'avait dérangé. expliquer c'est quoi Kenshin le Vagabond, hein. Kenshin est et donc comme son nom l'indique, enfin comme le nom du manga l'indique, un vagabond. Il se retrouve dans un village hébergé par une famille et il est équipé donc alors c'est un nom, hein, c'est un Rouroni. Du coup, en fait, on peut pas tuer avec ça, c'est des sabres d'entraînement. Sauf que, eh ben, au fur et à mesure que l'histoire avance, Kenshin rencontre des gens qui lui veulent du mal. Et au fur et à mesure, bah, pour toi, c'est juste un truc un peu, voilà, hein, c'est un shonen de base, hein. Il y a des gentils et les méchants ils viennent taper, mais on sait pas trop pourquoi. Et plus tu avances dans l'histoire, plus tu comprends en fait ce qu'était Kenshin avant d'être un vagabond. Et, et on va pas se mentir, l'histoire est énormissime. Il y a un OAV qui raconte un passage de la vie de Kenshin juste avant. Il y en a deux, je crois. Il y en a un qui est vraiment fondamental pour. Ça commence dans la neige, cet OAV? C'est ça, par exemple, ouais. Ouais, ouais, c'est celui-là. Ouais, Ouais. on va pas en dire plus, mais si voilà, vous tapez Kenshin OAV, normalement c'est le premier qui tombe. Et c'est monstrueux, c'est incroyable. Mais ne le regardez pas. Commencez d'abord à regarder la série. Coupez à peu près où vous voulez. Quand vous vous sentez, tiens, mais en fait cette histoire c'est quoi? Vous allez regarder l'OAV. Vous mettez 15 jours à vous en remettre. Et puis après vous pouvez reprendre le reste de la série. Euh, Et et alors c'est un truc. petite parenthèse, Ouais, je vais juste. juste pour parler du film d'animation qui est pas mauvais, le film en live Oui, action. oui, tout à fait. Il y a un live action aussi. Un des rares live action qui, à mon sens, C'est Naruto. a du sens et mérite d'être regardé. C'est pareil, c'est monstrueux. Kenshin le vagabond. Moi, il fallait vraiment que j'en parle parce que trop souvent, je tombe sur des gens qui me disent ah ouais, non, j'ai jamais entendu parler de ça. Et je me dis mais les gars, vous passez à côté vous allez à Paris, mais vous regardez pas la Tour Eiffel, quoi. C'est monstrueux. C'était quoi ton numéro 2, toi? Ah, mon numéro 2, moi, c'est très classique, hein, Dragon Ball Z. Ah bah oui. Dragon Ball Je Z l'ai pas pour noté, je l'ai pas noté parce que je me suis dit s'il n'en parle pas, c'est qu'il y a un problème dans la matrice, quoi. bah, en fait, moi, je parle vraiment de ce que. En gros, j'y ai passé du temps. J'y ai passé du temps et j'ai des souvenirs marquants pour chacun de mes top 3. Dragon Ball Z, c'était tous les mercredis, tu regardais les épisodes de Dragon Ball Z. Et je sais pas si tu te rappelles, mais Club Dorothée, c'était dégueulasse en diffusion. C'est-à-dire que moi, je me rappelle à un moment, j'avais cours le mercredi matin. Et le matin, il passait un épisode de Dragon Ball Z. Et l'après-midi, il passait un épisode de Dragon Ball Z. Ouais, ouais. Donc moi, des fois, j'arrivais. Et je vais me dire une connerie, j'arrive, je vois ça, il a changé de forme. Je dis, mais c'est quoi ce délire? C'est Mais quoi oui! Ouais, Mais la dernière fois que j'ai oui! vu, il se battait contre C16. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Et oui! Mais je me rappelle de ce truc mais oui, t'as raison! Oh! Ce c'était jour, nul, quand je suis c'était arrivé, j'ai nul. fait mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Oui, et effectivement, alors qu'il y avait personne devant la télé, les mecs ont passé un des épisodes majeurs de Le, DBZ. le, le seul avantage à Dragon Ball Z, c'est vu que je pense qu'ils ont passé au moins 10 fois la saison, bah au final, j'avais réussi à tout voir, mais pas dans le bon ordre, quoi. Ouais, J'avais. voilà. Oui, mais oh là 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 là, ouais, t'as bien fait de rappeler ce passage de celle qui avale C16, effectivement. Et le mec a Et changé de alors, tu vois, forme, et nous, on arrive le mercredi après-midi. il Oh putain! Enfin, y a une voilà. petite montée en puissance parce que Batman, bah, il m'a juste fait kiffer Batman et je pense que c'est pour ça que j'ai joué au jeu Arkham Knight après, mais j'ai jamais acheté un comics. D'accord. Dragon Ball Z, il m'a fait passer notre étape. J'ai été au cinéma. Il y avait un film qui était sorti en je sais plus quelle année, j'étais au collège. C'était deux films. C'était la première fois de ma Ouais, vie ouais. que j'allais au cinéma pour regarder deux films à la suite. Oui, oui, d'accord. Il y avait le premier, c'était la première fusion entre Sangoku et Vegeta, mais sans la boucle d'oreille, avec la danse ridicule, là, Ouais, avec la danse à la con, ouais. pour se battre contre Jamemba, je sais pas si tu te rappelles, un mec qui Si, ressemble si, un peu bien au sûr. diable. Bien Ah, sûr, voilà. bien sûr. Et deuxième film, c'était avec Tapion, le mec qui avait une épée. Ah oui, Euh, Tapion! Ouais, 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 tout à fait. il avait un skin de ouf avec une coupe de cheveux rouge et une épée dans le dos, là. Ouais, ouais. Et c'est Bien, l'origin bien story badass. de l'épée à Trunk, en fait.
Oui, tout à fait. C'est l'épée de Trunks. Et voilà. Et donc, bah, c'est la première fois de ma vie que je suis allé au cinéma pour regarder un dessin animé, manga, et puis surtout deux dessins animés à la suite. Donc ça m'a Ouais. laissé un gros souvenir de C'est ça Dragon en Ball fait Z. qui est aussi dingue, c'est de se dire à l'époque, on n'avait pas la sensibilité, c'est un on très général, hein, mais les gens n'avaient pas la sensibilité ni la perception de ce qu'était un manga du point de vue artistique, etc. Et je pense qu'effectivement les mecs se disent oh ça va, c'est des dessins animés, on va leur mettre ça. Mais attends mec, c'était deux monuments en fait que tu viens de passer dans ton cinéma quoi. C'est des trucs. Et le nombre de Kamehameha qu'on faisait dans le cours de récré, c'était impressionnant. Ça va. On a été dans la même cour de récré, on dirait. Tu veux bien nous parler de ton top 1? C'est moi qui attaque sur le top 1. Bah, le top 1, ça sera pas une surprise, hein. C'est Chevalier du Zodiac, je le prononce à la française. C'est Euh, Andrea. c'est un truc, j'ai l'impression que c'est toujours passé à la télé, ça. Quand j'étais vraiment tout petit, je m'en rappelle, je voyais les combats avec les gros casques dans le, dans le sanctuaire. Là, je comprenais pas trop cette histoire, je comprenais pas pourquoi ils se bagarraient tout le temps. Et puis, ça en finissait pas, et ils avaient des morceaux d'armure, des machins, des trucs. Bon. Ouais, c'est formidable. Vraiment, l'époque où j'ai vraiment accroché, moi, j'ai commencé à regarder, mais en non-stop. C'est trop bizarre, hein. J'ai ce souvenir-là, c'est Asgard. Asgard, je sais pas pourquoi. Oh, Je peux même te dire que le générique, c'était une bande de films sur lesquels les images de combat passaient, tout à fait. avec la chanson de Bill Minet. Et je rentrais en courant du collège, parce que je voulais absolument pas rater l'épisode. Et moi, l'Asgard, les musiques d'Asgard avec les chants genre façon Cœur de l'Armée Rouge et tout, c'était Ouais, ouais, ouais. et c'était énorme, avec cette espèce de désespoir de se bagarrer contre des mecs qui sont pas méchants. Et franchement, et à partir de là, je suis reparti en arrière. J'ai regardé tout le Sanctuaire, j'ai regardé tout, tout Asgard, j'ai regardé tout Poséidon. Et on me dit, mais c'est pas fini en fait, le manga il va plus loin. Je dis, ah bon, j'ai acheté les 22 mangas. Ouais, ouais. Et, euh, et Moi, c'est euh, pareil, quand Hades est ressorti en anime, oh là 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 là. en fait, j'ai vu il y a pas très longtemps l'anime à 10. Je crois que je l'ai vu il y a 2 ans. Tu vois, pour te dire Ouais, quand à quel même. point j'ai acheté les cassettes. J'avais les cassettes Abel, j'avais les cassettes. Euh, Oh putain, je me rappelle plus, il y en avait 3. Mais j'avais acheté toutes les cassettes des Chevaliers du Zodiac. Mhm. Je les avais poncées, t'avais les bandes qui passaient sur l'écran tellement la cassette a été usée, là. Et ouais, par contre, dans le manga, ce qui m'avait déçu, que les armures étaient très moches quand même. Il y avait un design d'armure qui était bien dégueulasse. Par contre, j'avais un peu la fibre technique déjà à l'époque. J'adorais les doubles pages où t'ouvrais et t'avais l'armure qui était décomposée entre quand elle est Ouais. construite, quand elle est sur le chevalier. Je pouvais passer 5 minutes à regarder tous les détails, quoi. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours eu la sensation d'avoir commencé, d'être né un petit peu trop tard, tu vois, pour Ah, apprécier c'est bien, hein. CDZ à sa juste valeur, en fait. C'est-à-dire que, comme toi, moi je suis arrivé dans Asgard et j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, mais vraiment exactement comme tu viens d'expliquer, quoi. Et que je me suis dit, mais en fait, le truc où les mecs ils se battent pendant des plombes et des plombes dans des temples et tout ça, c'est quoi le problème? Et en fait, moi, je me souviens les premiers épisodes que j'ai vus de CDZ et sur lesquels, du coup, je suis resté un peu en mode, ouais, c'était, rappelle-toi, la scène où ils faisaient des combats sur un ring de boxe. Mhm. Ouais, le premier tournoi pour l'armure du Sagittaire, ouais. Voilà, le tout premier tournoi pour l'armure du Sagittaire. Voilà. Et moi, je suis resté, je me dis, mais pourquoi aller chercher avec une armure? Ils en ont déjà une, c'est quoi le truc? Enfin, j'avais pas, j'étais encore trop petit pour voir ça. Effectivement, le temps passe, j'arrive sur Asgard. Sur Asgard, la claque monumentale. Et comme toi, hein, j'ai vraiment fait le bac pour revenir dessus. Euh, moi, j'aurais mis Chevalier du Zodiac dans les mentions honorables parce que le coup émotionnel n'a pas été aussi fort, notamment sur un DBZ, par exemple. Mhm. Bah, tu vois, Euh, moi, justement, je c'est vais ça que je voulais donner dire. en fait, je vais t'expliquer un Ouais. truc tout bête. Euh, Comment dire? À aucun moment, en regardant les Chevaliers du Zodiac, je me suis mis à lever les bras vers le ciel pour donner mon énergie.
Voilà, tu vois. J'ai toujours, et ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas aimé, hein. J'ai adoré, et j'ai beau me foutre de sa tronche, Sean est un personnage que je trouve dans son écriture hyper intéressant, notamment par rapport à tout ce qui existe, tout ce qu'il y a autour de lui. Enfin, c'est assez, je trouve que c'est vraiment un truc bien ficelé, quoi. Je regrette, mais voilà, je me dis, je serais né quelques années plus tôt, c'est ça, oui. Du coup, j'aurais pris ça un peu plus tard et je l'aurais peut-être certainement plus apprécié, j'aurais été certainement plus touché par Chevalier Zodiac à ce moment-là, et il aurait pu figurer dans le top 3. Il y Mais a, il y a- il y on a un va pas point se qui mentir, hein, fait. il est à place 4-5. Hein. Il y a un truc qui fait que pour moi il est devant DBZ dans ma perception à moi, c'est les émotions. Moi, quand Yoga il descend pour voir sa mère sous la glace à chaque Ah fois avec la oui. petite musique qui va Oh. bien, c'est triste pour lui. Tu dis, ouais, c'est chaud quand même. Et Ouais, quand il se bat contre Camus et Camus il détruit le bateau où il y a sa mère pour qu'il puisse plus jamais la voir, ouais. tu dis, waouh, ça me fait quelque chose, tu vois, ça m'a touché quoi. Il y a des J'ai passages comme ça, je suis d'accord. j'ai pas eu ces moments de dramaturgie en fait dans DBZ. T'as deux trois trucs tristes qui se passent dans DBZ, mais c'est niqué parce que ils reviennent toujours à la vie, C'est le ils ont des problème. auréoles et puis ils voient toujours, tu vois. Et C'est alors que DBZ, le. je veux te dire que quand c'est triste pour de bon quoi. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que on a chez DBZ trop souvent le fait de se dire bah, de toute façon il va gagner et ils vont faire appel au 7 boules de cristal et tout va revenir en ordre. C'était un peu le Comment ça ressort aurait un été peu trop mieux? simple. Dragon Ball Z aurait été tellement mieux si Krillin était mort pour de bon. Ah bah oui, Jamais il serait ah oui. revenu pour prendre des roustes à toutes les saisons quoi. Mais clairement. Le problème de Dragon Ball Z, c'est que les personnages sont vraiment ancrés dans le premier arc, tu vois. C'est devenu des monolithes et c'était quasiment impossible de les sortir de ça en fait. Donc moi, mon avis, et c'est peut-être le truc qui fait que cette histoire de tout se finit bien et tout ça à la fin, c'était justement parce qu'il était difficile de tuer des personnages et surtout de tuer Sangoku. Ça, c'était impossible. De toute façon, ils ont essayé 4 ou 5 fois, mais je pense qu'il y avait trop d'attachement avec le personnage pour le faire enlever une bonne fois pour toutes, quoi. En fait, ils ont essayé de le remplacer même moment par Sangohan, mais la mayonnaise elle a pas pris quoi. Elle a pas pris parce que Sangohan n'était pas du tout dans le même mood. Et puis en fait, là où Sangohan a perdu pour moi la crédibilité, c'est quand il a voulu devenir le Vengeur intergalactique, quoi. Comment? Mais quel est l'intérêt de faire ça? Quel est l'intérêt de construire Ridicule. ce truc-là? C'était complètement idiot. Complètement idiot. Et c'était vraiment dommage, hein, parce que c'était à mon avis là qu'il y avait vraiment un pli à prendre, quoi. Surtout après le match contre Cell, quoi. Ah oui, c'est clair. Moi, Cell et Freezer, et c'est pas parce que c'était ceux qui ont marqué mon enfance. Je suis vraiment assez, comment dire, objectif. Enfin, ouais, de ce point de vue-là, c'est pour moi parmi les meilleurs adversaires qu'il y ait eu dans Dragon Ball Z. On peut parler de Boubou pendant des heures. Boubou, c'est juste indestructible. Voilà, et il aura fallu un Deus Ex Machina pour mettre fin à l'arc, quoi. Mais sinon, enfin, entre Cell et tout ça, t'as vraiment le combat surtout avec Cell, je trouve, ce fight un peu contre un ennemi qui va devenir plus puissant que toi et dont le seul but est de te tuer toi. C'est chaud, c'est chaud, tu vois. Moi j'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment sur ça que j'ai accroché. Freezer aussi pour le côté un peu dictateur. Il n'y a aucune allusion à l'histoire contemporaine dans le personnage de Freezer, quoi. C'est ça aussi que j'avais vraiment mis. Ouais, il veut juste éradiquer une planète. Voilà, c'est ça. On pourra remplacer planète par peuple ou Par par exemple, pays, puis voilà quoi. voilà. Tu vois, il y a ces côtés-là, allégorie et tout ça, qui, moi, avec le temps, ont fait que je suis resté plus accroché sur DBZ, quoi. Mais mon top 1, Ouais, c'est qui? C'est quoi? alors, c'est un dessin animé, s'il y a des gens qui l'ont connu, s'il y a des gens qui l'ont vu,
qui vont se dire putain, mais Dodo, tu déconnes en ressortant un truc pareil. Il s'agit d'un dessin animé qui s'appelle Paul le Pêcheur. Je connais pas. Ah, tu connais pas. Paul le Pêcheur. Alors, pour te donner une idée du truc que c'est, ça a été passé sur la télé française. Tiens-toi bien, sur la 5. Ok. Voilà, on est... tu places un peu le truc ou quoi? Je te fais un peu le pitch de Paul le Pêcheur. Vas-y. Ok. Épisode 1. Paul le pêcheur vit tranquillement dans sa petite cabane avec son grand-père et il adore pêcher. Et on lui parle un jour d'une carpe légendaire énorme qu'il faudrait qu'il aille choper. C'est la plus grosse carpe qu'on a jamais vue. Donc Paul le pêcheur, il va avec sa canne et puis hop, il chope le poisson. Voilà. Épisode 2. Paul le pêcheur vit dans sa cabane et découvre une carpe géante, mais dans une autre rivière, et c'est la plus grosse carpe qu'on ait jamais vue. Et donc du coup, il faut qu'il aille le pêcher. Voilà, je t'ai fait un peu le pitch, c'est interminable. L'histoire est toujours la même. Toujours la même. Et c'est de la pêche. Enfin, tu vois, on sait combien les mangas Mais sont c'est ton capables de... top 1 pour le traumatisme ou parce que t'as kiffé? Ah mais j'ai kiffé, mec. J'ai kiffé. Moi, pour tous ceux qui le savent et ceux qui le savent pas, j'ai grandi à La Réunion. Paul le Pêcheur, ça passait donc dans notre club Dorothée local à nous qui s'appelait Les Animés. Gros coucou à UBRS. Je suis sûr que tous ceux qui ont grandi à La Réunion, qui entendront cette émission, qui entendront Paul le Pêcheur, auront le générique de Paul le Pêcheur en tête. Je suis incapable de t'expliquer pourquoi ce machin-là, je le regardais. Paul le Pêcheur, j'aurais pu m'en passer, faire mes devoirs à la place. Non, il fallait que je regarde pour savoir si il allait enfin choper cette carpe de 37 kilos, qui était la plus grosse carpe qu'on avait jamais vue. La même chose qu'on disait à celle de la semaine d'avant, et la même chose qu'on disait à celle de la semaine d'avant encore, tu vois. C'est énorme. C'est énorme. C'est le shonen de la pêche, j'ai juste envie de te dire, mais voilà quoi. Merci les Japonais pour nous faire des choses comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable. En plus, le personnage a un skin. Enfin, je te laisserai regarder. Je laisserai les gens aller faire leur. Je l'ai regardé direct avec, avec son petit chapeau de paille et il ressemble un peu à Luffy. Il y a un petit côté Luffy, tu vois. Incroyable. Bon, dis-moi, mon Orloff, est-ce qu'on a fini? Oui. Ah, je pense qu'on a fini. On a fini. En fait, je pense que nous, on est fini depuis longtemps, mais on va arrêter l'émission. On va arrêter l'émission. Merci à tous d'avoir écouté jusque-là. Merci. On va faire comme les youtubeurs de qualité supérieure et les gens sur TikTok et les gens sur Twitch. N'hésitez pas à partager, commenter, tralala, tralali. Vous avez aimé, laissez un cœur, abonnez-vous, c'est la seule façon d'être écouté. On n'a pas encore fait de Tipeee, on n'a pas encore fait de trucs comme ça, mais on n'en fera pas. Donc si vous n'êtes pas d'accord sur une compo, sur un classement, perdez pas de temps, nous le dites pas, on sait qu'on n'est pas bon. Donc perdez pas d'énergie là-dedans, voilà. Ou alors si vous voulez rentrer dans la déconne, mais il n'y a aucun souci. On est tous, enfin tous non, il n'y a que toi et moi en fait, hein, mais on est très contents si vous avez écouté jusque-là. D'ailleurs, si vous avez écouté, vous pouvez placer dans une phrase le mot chèvre, comme ça au moins on saura que vous avez été jusqu'au bout. On vous fait un très très gros bisou. Est-ce qu'on en fait un deuxième, dis-moi, Orloff? On verra, pour regarder est-ce qu'on a le temps d'en refaire une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, je sais pas, on verra. Et puis on va attendre le retour aussi. On n'a pas envie de tourner en rond, tu viens de le dire, c'est très bien. On vous fait de gros poutous, merci de nous avoir écoutés. On vient de faire un podcast sur un jeu mobile.